Ok, bonsoir à tous. Nous allons commencer avec la, ce premier parcours qui concerne l'introduction aux approches participatives pour le développement. Dans ce parcours, nous avons pour objectif de voir les participants examiner les différents types d'approches participatives et leur application dans la pratique de tous les jours, dans leurs différentes activités et dans les activités qu'ils pourront faire dans l'avenir. Et aussi, nous allons apprendre à utiliser certains outils pour l'analyse des systèmes. Ça peut être des systèmes, des régimes fonciers locaux, ça peut être des habitudes d'un groupe social, ça peut être l'analyse d'un problème qui se pose à ce groupe. Donc, on va voir comment utiliser ces outils-là pour la planification, pour l'évaluation. Donc, comment le faire avec un groupe cible qui peut être une communauté, qui peut être un ensemble de clients que vous avez en ligne ou que vous avez dans un quartier ou que vous avez dans une localité. Et aussi comment utiliser ces outils pour la planification, mais également pour l'évaluation, comme j'ai dit. Parce qu'il y a généralement dans les projets, il y a généralement plusieurs phases. Il y a la phase de préparation, il y a la phase d'implémentation, et ensuite il y a maintenant la phase d'évaluation. Donc, tous ces outils sont utiles pour la préparation, pour la réalisation, mais également pour l'évaluation une fois le projet réalisé. Et ensuite, nous allons voir comment vous, qui êtes acteur étatique, vous travaillez dans le privé, vous travaillez dans la société civile, comment vous pouvez utiliser ces approches pour accompagner vos cibles tous les jours. Comment ça se fait concrètement. Donc, dans ce module, nous allons commencer par un essai de définition des approches participatives. Et ensuite, on va essayer de se poser pourquoi est-ce qu'il est même important de pouvoir utiliser une approche participative et comment maintenant mener les approches participatives. Et on va également voir les bénéfices des approches participatives et on finira par quelques méthodes et quelques outils participatifs. On va véritablement prendre du temps pour les passer en revue. Commençons donc avec un essai de définition des approches participatives. Donc, lorsqu'on parle d'approche participative, en fait, il s'agit de la participation. Il s'agit d'assurer que les cibles, les personnes qui sont impliquées, qui vont être impliquées, qui sont concernées par la question que vous allez traiter, participent réellement à l'action, prennent part et sont impliquées véritablement. Donc, une approche participative préconise donc une implication de ces cibles à différents niveaux du processus décisionnel. Parce que quand vous avez, supposons qu'il y a un problème qui s'est posé quelque part dans un village ou dans une ville ou dans votre supermarché et vous voulez pouvoir résoudre le problème. Il y a un produit qui, chaque fois les gens se plaignent de ce produit, les gens se plaignent et vous voulez résoudre ce problème. Vous devez pouvoir, au lieu d'aller vous asseoir dans votre bureau et vous dire, OK, voilà le problème, il se pose comme ça, les gens se sont plaints comme ça, je pense qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Au lieu de le faire comme ça, vous pouvez donc dire non, je ne suis pas, je ne suis pas la personne la plus concernée par le problème. Deux, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Ceux qui sont les plus concernés ou qui sont au cœur du problème ont sûrement des informations, ont sûrement des connaissances qui peuvent permettre de résoudre le problème de manière efficace. Donc, et vous maintenant, engagez un processus participatif pour les associer, pour assurer que leur voix soit prise en compte, ce qu'ils pensent, leur manière de faire puisse être pris en compte dans la résolution de ce problème-là. Donc, c'est aussi le fait d'avoir accès, d'assurer qu'eux, ils ont accès aux instances formelles de décision et de réflexion, permettant ainsi de s'exprimer dans une organisation, dans un processus, dans une initiative. Je prends un exemple. Vous avez une compagnie, vous avez votre entreprise et il y a des problèmes qui se posent, il y a des questions, même pas seulement des problèmes. Vous voulez développer un produit. Dans ce processus de développement des produits, si vous voulez utiliser une approche participative, vous allez mettre sur pied un processus qui va permettre que
les employés, les clients, même les suppliers, comment on appelle ça encore en français, les gens les, les fournisseurs, voilà, les fournisseurs vont vous allez mettre dans un processus en place qui va permettre que tous ces acteurs puissent contribuer, puissent participer, puissent donner leur avis, puissent participer à la décision qui concerne cette question. Donc, c'est ça, en fait, le processus dont il est question ici. Mais la question ici, c'est pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Et s'il faut le faire, jusqu'où faut-il aller? Comment est-ce qu'il faut le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Quel est le moment le plus approprié? Ça, ce sont des questions que nous allons pouvoir répondre dans ce parcours que nous allons faire ensemble. Parce que comprendre le pourquoi d'une approche est très important. Certaines personnes pensent que s'asseoir dans un bureau, réfléchir sur une question, aller mettre cette question, informer les gens qui sont concernés. Bon, vous avez manqué d'eau dans ce village et lorsqu'on manque d'eau, il faut faire des puits d'eau. On va vous aider à faire les puits d'eau et nous allons faire les puits d'eau. Après, avec nos études et tout, on pense que les puits d'eau seront ici et vous allez puiser de telle manière, vous allez faire ça, ainsi de suite. Ça se fait souvent et malheureusement, on a réalisé que quand c'est fait ainsi, on arrive à des résultats où ce qui sort du processus n'a pas l'assentiment des personnes qui sont concernées et du coup ne contribue pas, n'est pas utilisé de manière efficace. Donc, pour assurer que les gens s'approprient véritablement le produit qui va sortir de l'initiative, il faut, dès la préparation, dès le moment où vous pensez à l'idée de résoudre ce problème d'eau potable, il faut les impliquer. Il faut les impliquer, oui. Nous réalisons qu'ici, dans le village, après les études, on se rend compte que beaucoup de gens meurent de choléra, de ceci, de cela, parce que vous buvez de l'eau qui n'est pas potable. Comment pensez-vous que ce problème peut être résolu? Maintenant, sur la base de leurs idées, de ce qu'ils pensent et tout, vous allez travailler ensemble pour construire une approche qui va permettre que le produit de ce processus, le produit qui va être mis en place, qu'il puisse se reconnaître dans ce produit-là. Donc, mais également le moment de le faire. Comment le faire? Les attitudes, les aptitudes dont vous avez besoin, les attitudes que vous devez adopter lorsque vous travaillez avec eux. Tout ça, ce sont des notions très importantes que nous allons aborder dans ce parcours. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là au niveau de la définition? Est-ce qu'il y a vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chatbot et je vais essayer d'y répondre. Donc, même pendant que je suis en train de parler, si vous avez des questions, sentez-vous libre d'écrire dans le chat et je vais par moment regarder et répondre si besoin. OK. Tout est clair. Donc, j'espère que tout est clair pour tout le monde. Donc, voilà un peu un essai de définition. Mais on va continuer avec la définition pour dire que généralement, on distingue plusieurs niveaux de participation. Donc, nous avons parlé de l'approche participative qui est un processus où on assure la présence, la participation, la vie des personnes qui sont concernées par la question, de tous les acteurs qui sont concernés par la question. Et de manière globale, vous avez un tableau là qui présente tous les différents niveaux, mais je vais regrouper tous ces niveaux en 3 grands niveaux. Et le premier grand niveau, c'est le niveau vraiment bas, qui est le niveau de transmission de l'information unidirectionnelle. Donc, vous êtes resté dans votre bureau, vous avez réfléchi sur la question, vous avez pris toutes les décisions, vous avez dit, OK, pour cette question, voilà ce qu'il faut faire. Et vous allez vers les acteurs, vous leur dites, OK, désormais, pour pouvoir résoudre ce problème d'eau potable, voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, les gens se mettent en œuvre, ils commencent à le faire. C'est unidirectionnel. Aucune opportunité pour les acteurs en face de pouvoir s'exprimer. Ça peut être un produit que vous voulez développer. Vous voulez développer un produit dans votre entreprise. Vous restez dans votre bureau, vous le concevez,
vous analysez et puis vous partez, vous le mettez sur le marché. Les gens peuvent apprécier, les gens ne peuvent pas apprécier. Ça n'a pas été, ça ne vous a pas intéressé dès le début. Ça, c'est le premier niveau de participation. Donc, juste une transmission d'informations, vous donnez ce que vous avez à votre cible et s'ils reçoivent, tant mieux. S'ils ne reçoivent pas, c'est pas ça qui vous... en fait, votre but, c'est qu'ils reçoivent, bien sûr, mais leur avis, leur décision, leur participation n'est véritablement pas... en fait, leur participation active n'est pas acquise, n'est pas requise ici. Parce que même à ce niveau, on parle de participation, mais la participation ici est réellement passive. Comme par exemple, vous avez dans nos pays, on parle souvent de réunions de concertation pour l'ouverture ou la création des aires protégées ou la création de nouvelles routes ou l'ouverture de nouvelles routes. Parfois, il y a des réunions de concertation dans les villages où les acteurs viennent et donnent l'information aux communautés et il n'y a rien. En fait, les communautés n'ont rien à dire. Elles ont juste besoin de recevoir l'information et de prendre les dispositions par rapport à ce qui leur a été dit. Il n'y a pas une opportunité qui leur est donnée pour dire qu'est-ce que vous pensez de là où la route doit passer, qu'est-ce que vous pensez des contours de cette aire protégée qu'on veut créer, ainsi de suite. Cette opportunité ne leur est pas donnée. Le deuxième niveau, donc, vous pouvez vous dire non, je ne veux pas faire la transmission unidirectionnelle, je veux passer au niveau supérieur qui est le niveau de la consultation. Ici, on parle d'une transmission bidirectionnelle de l'information. Donc, vous passez l'information au groupe cible. Le groupe cible peut s'exprimer, mais vous avez déjà comme délimité les questions sur lesquelles le groupe cible va s'exprimer. Et parfois, ce que le groupe cible dit ne change pas ou n'a pas pour vocation de changer ce que vous avez arrêté dès le départ. Vous donnez, quand on dit par exemple, vous avez par exemple dans la création des concessions forestières ou des aires protégées ou dans beaucoup de pays du bassin du Congo, on fait la consultation. Ce n'est pas la transmission d'informations. Généralement, c'est la consultation des communautés pour la création. Mais ici, c'est les communautés s'expriment, les communautés parlent, les communautés disent des choses, mais l'acteur qui apporte, ça peut être l'État, ça peut être une organisation de conservation, une organisation le ministère des Travaux publics qui veut créer la route. Cet acteur ne s'engage pas, n'est pas décidé à prendre en compte l'avis des acteurs qu'il a en face. Donc, les gens s'expriment, les gens discutent, mais il n'y a pas déjà défini comme un cadre qui permette que ce qui va être dit va influencer le résultat final du travail qui va être fait. Donc, il y a un échange d'informations, mais l'échange d'informations, parfois, généralement, n'a pas pour vocation de modifier la décision finale, n'a pas pour vocation de changer la direction de ce qui est prévu dès le départ. Vous avez vu, par exemple, récemment en France, le président Macron a engagé un certain nombre de réformes, mais il avait prévu des consultations. Mais ce qui a révolté la société, c'est que les gens disent, Monsieur Macron, vous ne pouvez pas commencer avec une question, vous dites que vous voulez nous consulter, les mêmes choses que vous aviez posées au départ, c'est ça qui ressort à la fin. Nous pensons que si vous voulez nous consulter, non, ce que nous disons devrait pouvoir faire que le résultat final change. Malheureusement, ça ne changeait pas et c'est ça qui avait fait à un moment, vous avez vu naître par exemple les gilets jaunes et autres, c'était pour dire non, on ne peut pas accepter juste une consultation comme ça. Ce que nous voulons, c'est ce que je vais maintenant vous présenter qui est le nouveau 3, c'est la participation active. La participation active. Lorsqu'on parle de participation, généralement les acteurs veulent une participation active. Elle est fondée sur un partenariat dans lequel les citoyens, les parties prenantes, les experts et les représentants qui s'occupent de la question participent activement à la réflexion et à la prise de décision. Donc, vous venez
il y a un problème qui se pose, vous n'avez pas encore pris de décision sur comment ça va se régler. Vous avez des idées sur comment ça peut se régler, mais c'est en concertation avec les citoyens, avec les parties prenantes, avec les experts, avec tous ceux qui sont concernés par la question que vous arrivez que vous faites de la réflexion et que vous arrivez à une décision. C'est ça la participation active. C'est de ça qu'il est question ici. Et là, à la fin, le produit qui sort de ce processus de participation active, généralement, les cibles se reconnaissent dans le produit. Les cibles s'approprient facilement le produit. À la fin, les cibles sont capables d'expliquer le produit. Les cibles sont capables d'utiliser le produit. Lorsque vous faites, par exemple, nous avons connu des projets, par exemple, au Cameroun, où on est allé dans un village où il y avait un problème sanitaire qui se posait. Il n'y avait pas de toilettes publiques ou des toilettes dans les maisons et tout. Les gens faisaient leurs besoins un peu partout et tout. Et on a identifié le problème et directement, les gens ont décidé qu'il faut faire des toilettes. Mais ils ont manqué de... Ils sont restés au niveau de la participation, qui est généralement la consultation. Et ils ont fait des toilettes où il fallait mettre des pots, où on vient, on s'assoit. Mais je vous dis, les amis, la culture de certaines personnes, ils n'ont jamais et ils ne connaissent pas qu'il faut s'asseoir sur une chaise pour pouvoir faire ses besoins. Et on a vu que les gens venaient, abandonnaient le pot qui était posé là et allaient sur le côté, déposer leurs fesses à côté ou même dans les herbes qui sont à côté du WC. Et le projet a complètement échoué parce qu'on n'a pas pris en compte on n'a pas assuré une participation active des acteurs qui devaient utiliser ces toilettes-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce que, lorsqu'on parle de participation, d'une approche participative, en fait, l'objectif doit être d'assurer une participation active. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans des projets. Beaucoup de projets échouent. Pourquoi? Parce que les projets sont conçus parfois ici chez nous à Londres ou à Paris, et ainsi de suite. On arrive, on dit, OK, voilà le problème qui se pose dans tel village et il faut le résoudre comme ceci, il faut le résoudre comme cela. Et à la fin, les amis, ça échoue. Mais avant de commencer le projet, oui, le problème se pose. Vous pouvez aller dans la communauté, discuter avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Comment vous pensez qu'on peut le résoudre? Et tout ce qu'ils vont dire vont vous permettre donc de développer le projet. Et quand vous revenez, vous travaillez ensemble pour le mettre en œuvre. Nécessairement, ils vont s'y retrouver. Et puis même, au-delà de participer au projet, ils vont avoir une participation active qui peut aller même jusqu'à leur participation financière et matérielle. J'ai vu des projets, par exemple, qui ont très bien réussi dans des villages où les communautés apportaient un pourcentage. On leur dit, par exemple, on veut construire une école. Ils ont posé un problème, nos enfants s'asseyent sur des bancs et tout. On leur dit, OK, qu'est-ce que vous pouvez contribuer? En discutant, en échangeant, les communautés ont pu établir clairement quelle devait être leur contribution. Et à la fin, lorsqu'ils voyaient le bâtiment, personne ne pouvait aller détruire le bâtiment, personne ne pouvait aller écrire des choses mauvaises sur le bâtiment parce qu'ils savent que ça, c'est le fruit de notre sueur. Ils ont participé activement à la mise en place de cette école et chacun donc utilise et protège ce patrimoine avec beaucoup de jalousie. Donc, c'est très, très important de s'assurer que lorsqu'on parle d'approche participative, on ne reste pas au niveau 1, qui est le niveau vraiment qu'il faut complètement abandonner. On ne reste pas au niveau 2 parce que jusqu'au niveau 2, ce n'est pas encore bon. Il faut toujours avoir pour ambition d'aller au niveau 3, qui est la participation active. Donc, les approches participatives aident donc à mettre en place des processus par lesquels on travaille en partenariat. Voilà. Donc, lorsqu'on met en œuvre une approche participative, en fait, il s'agit d'un travail en partenariat avec les cibles. Comme je l'ai dit, ça peut être une communauté, ça peut être des clients d'une entreprise, ça peut être un groupe avec lequel vous êtes en ligne, ça peut être vous, par exemple. Vous avez vu, par exemple, que pour cette réunion,
Je ne me suis pas assis. J'ai dit, OK, pour la réunion d'aujourd'hui, je pense qu'il faut la faire à, à 10 heures. Moi, j'étais disponible toute cette journée. J'aurais pu la faire à n'importe quelle heure. Mais c'est vous qui avez, la majorité d'entre vous, qui avez dit, c'est bon que nous puissions avoir la réunion à partir de 18 heures jusqu'à 20 heures. Ça, c'est votre... Donc, c'est comme cela que vous mettez en œuvre une approche participative. Les cibles doivent se prononcer et vous devez vous assurer que leur avis est pris en compte. J'aurais pu recevoir, par exemple, vos commentaires et après, je dis, bon, c'est vrai qu'ils ont dit ceci, mais l'heure des 18 heures n'est pas très appropriée. Il faut que je mette ça à 16 heures. Ça ne devait pas être bien. Donc, c'est ça l'approche participative, concevoir, aider à mettre en place des processus par lesquels on travaille en partenariat. Et en fait, c'est l'approche que nous avons dans à Multiple Invest Trainings. On s'assure toujours que nos apprenants participent, donnent leur avis. Si vous avez n'importe quel problème, si vous faites face à n'importe quelle difficulté, exprimez-vous, entrez en contact avec nous, posez le problème. Ne restez jamais là à penser que nous, on a dit ceci, c'est comme une parole d'évangile. Non, nous sommes dans un processus participatif et nous voulons vraiment nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser tout ce qui va être enseigné ici et pouvoir avancer. Donc, les approches participatives proposent une gamme variée d'outils, de techniques qui facilitent considérablement la valorisation des savoirs des cibles et leur participation active au processus. Donc, lorsqu'on parle d'approche participative, on parle en fait d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de techniques. Vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, j'ai publié quelque chose, en fait, c'était hier, j'ai publié quelque chose que vous avez utilisé pour nous donner une information sur l'heure qui serait appropriée pour la réunion d'aujourd'hui. L'outil que nous avons utilisé, c'est quoi? Je voudrais que vous mettiez les réponses dans le chat. Quel est l'outil que nous avons utilisé pour essayer de voir quelle heure serait appropriée pour la réunion d'aujourd'hui? Vous avez la parole. Écrivez la réponse dans le chat, je vous en prie. OK, j'attends. Quel est l'outil que nous avons utilisé? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me recevez? OK, super, vous me recevez. Quel est l'outil que nous avons utilisé, s'il vous plaît? L'outil que nous avons utilisé pour essayer de savoir quelle heure serait appropriée pour la rencontre d'aujourd'hui. Voilà. Oui, comme l'a dit Paul, nous avons utilisé un questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui est un des outils qu'on utilise dans les approches participatives. OK. Donc, la pratique des approches participatives requiert donc un ensemble. Donc, en plus des outils, vous avez besoin d'un ensemble d'attitudes, d'aptitudes et de comportements sans lesquels le processus ne peut pas fournir de bons résultats. Il ne s'agit pas, il ne suffit pas de savoir que je peux utiliser un questionnaire, je peux utiliser des entretiens, je peux utiliser le brainstorming, je peux utiliser telle technique. Il ne suffit pas de connaître ça. Il faut également avoir un ensemble d'attitudes, un ensemble d'aptitudes et un ensemble de comportements lorsque vous travaillez avec votre groupe cible. Et nous allons également voir tout cela. Également, une chose que je voudrais noter, c'est qu'en général, les équipes qui travaillent sur les approches participatives, en fait, le travail sur les approches participatives se fait généralement en équipe. Et une équipe est formée de combien de personnes au moins, d'après vous? Une équipe est formée de combien de personnes au moins, d'après vous? Une équipe est formée d'au moins combien de personnes? OK? Voilà.
Deux au plus. Deux au plus. Deux ou plus. OK, oui, deux ou plus. Donc, Jean-Claude dit deux au plus. Je vous en prie, participons, réagissons dans le chat. C'est vraiment important lorsqu'on fait une telle formation que vous puissiez réagir. C'est ça qui va permettre que vous puissiez aussi bien comprendre les choses. Donc, deux ou plusieurs, deux ou plus, oui, c'est ça. Est-ce que d'autres personnes peuvent réagir? Je vous en prie, oui. Oh, je pensais à 8 personnes. Une équipe, c'est au minimum 2 personnes. Quand vous êtes deux déjà, pour travailler sur une question, vous êtes déjà deux. Donc, une équipe peut avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, jusqu'à l'infini. Donc, il y a des équipes très grandes, mais vous avez également des équipes. Donc, il y a un niveau qu'il ne faut pas atteindre parce que à la fin, ce ne sera plus gérable. Mais il faut toujours assurer que, en fait, une équipe, c'est au moins 2 personnes. Donc, parce que généralement, on travaille sur les approches participatives en équipe, la pratique nécessite une connaissance et une mise en œuvre des techniques de travail en équipe. Travailler en équipe, ce n'est pas une chose évidente. Il y a des personnes qui sont très individualistes. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est s'asseoir dans leur coin, faire tout ce qu'ils ont à faire et tout est fait. Mais si vous voulez maintenant qu'ils s'associent avec quelqu'un, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils arrivent à, à trouver la solution à ces problèmes ensemble, ça demande également un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'aptitudes et un certain nombre de comportements. Donc, on va également revenir sur ces notions, sur ces attitudes, ces aptitudes importantes pour le travail en équipe. C'est vraiment important parce que les équipes qui travaillent sur les approches participatives, en fait, on travaille généralement sur les approches participatives en équipe. Et il faut donc bien comprendre les attitudes, les aptitudes qu'il faut pour pouvoir bien travailler en équipe. Donc, je vais, avant qu'on n'arrête pour aujourd'hui, dire quelques mots sur les attitudes, les savoir-faire qui sont les aptitudes, dont on parle d'aptitude ou savoir-faire, mais aussi sur les connaissances qui sont importantes pour assurer un processus participatif. Pour commencer, je vais noter que le processus participatif est conduit par ce que nous appelons des facilitateurs. Il est facilité par des facilitateurs et parfois aussi on les confond à ce que nous appelons des animateurs. Donc le terme l'animation est un peu différent de la facilitation, on va le voir, mais généralement on parle d'animateurs ou de facilitateurs. Donc les facilitateurs et les animateurs ont besoin d'avoir un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'aptitudes et un certain nombre de connaissances. Pour ce qui concerne les attitudes, il faut par exemple être ouvert à apprendre des autres. Si vous mettez en œuvre une approche participative avec pour idée que vous maîtrisez toute la question, personne ne peut rien vous apprendre sur la question, vous êtes déjà éliminé, vous êtes déjà parti pour échouer. Il y a des gens qui partent dans les communautés, ils pensent que parce qu'ils ont été à l'université, parce qu'ils ont étudié, et ainsi de suite, les communautés ne connaissent rien de la question qui se passe. Non. La connaissance qu'on a d'une question ou de la solution apportée d'une question dépend de l'expérience, dépend de comment on vit la situation. Donc, parce que nous vivons la situation tous les jours, parfois la manière de résoudre le problème, nous pouvons avoir une meilleure approche que quelqu'un qui a des diplômes et qui a eu à étudier cela dans des livres. Donc, il est important que le facilitateur, l'animateur soit ouvert à apprendre des autres et à tenter de nouvelles choses. Ne partez pas avec des choses déjà préconçues, déjà arrêtées. Soyez ouvert à tenter de nouvelles choses. Deuxième attitude à avoir, il faut avoir de la compassion. Quand vous traitez, je prends un exemple, vous voulez apporter un nouveau produit ou améliorer un produit sur le marché. Votre objectif ne doit pas être d'avoir seulement l'argent. Votre objectif doit être de résoudre le problème de vos clients, de faire en sorte que vos clients soient satisfaits. Pas seulement non, je vais pouvoir avoir de l'argent. Non, non, vous devez chercher la satisfaction de vos clients. Et c'est ça la compassion. Troisième chose, il faut estimer les autres et avoir la capacité de les valoriser.
Je me rappelle toujours dans un village, j'avais travaillé avec un groupe de personnes. J'ai dit au groupe, c'était avec des groupes pygmées, des autochtones pygmées. J'ai dit aux amis que vous êtes des experts. Vous avez des PhD en cartographie. Oh, les amis étaient surpris. Je leur ai dit non. Quand j'ai vu comment vous avez dessiné, comment vous avez utilisé le GPS, comment vous avez travaillé en forêt, vous arrivez à cartographier les choses en forêt. Mes amis, vous avez un PhD en cartographie. Je ne peux pas faire les choses que vous avez eu à faire. Et ils étaient surpris. Et moi, j'étais sincère. Je valorisais ce qu'ils avaient fait parce que c'était véritablement des choses très, très, très époustouflantes, qui étaient grandes. Ils ont fait des choses vraiment que, quand on se met à distance, on ne peut pas imaginer qu'elles étaient capables, qu'en fait, ces communautés étaient capables de faire ces choses-là. Donc, il faut les estimer, il faut avoir cette capacité de valoriser ce qu'on voit les autres faire. Autre attitude, c'est qu'il faut avoir la capacité à gérer les imprévus. Dans les approches participatives, il y a toujours des imprévus. Parce que vous travaillez avec des acteurs qui, parfois, ont des agendas, ont des choses pour lesquelles ils sont déjà engagés. Et des imprévus, ça peut arriver. Donc, il faut toujours prendre cela en compte. On va être coupé dans une minute. Et quand on va être coupé, j'aimerais qu'on relance un peu, qu'on relance pour pouvoir finir au moins le milieu de cette première présentation. C'est vrai que c'est une question assez dense et on va y aller progressivement. On va pas courir pour pouvoir. C'est vrai, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une connaissance de ces notions, mais je voudrais vraiment m'assurer que tout le monde parte sur la même base. Donc, pour ce qui est des savoir-faire, il y a la notion de travail de groupe, comme je l'ai dit. Il faut savoir travailler en groupe. Il faut savoir écouter. Est-ce que vous êtes capable d'écouter? Il faut être apte à poser des questions. Comme on va le voir, il y a plusieurs types de questions. Et ici, vous devez savoir c'est quoi une question ouverte. Comment on pose une question ouverte? Si vous posez des questions fermées, les gens ne vont pas s'exprimer. Vous n'aurez pas beaucoup d'informations sur la question qui se pose. Il faut avoir l'aptitude à faciliter les groupes. Quand vous avez plein de personnes, des gens qui veulent prendre la parole à chaque fois que vous posez une question, comment vous assurer qu'elle ne domine pas et que tout le monde arrive à contribuer au processus, à la question qui est posée? Comment vous facilitez les groupes pour que tout le monde participe? Comment vous arrivez à les motiver? Vous arrivez par exemple dans un groupe avec les autochtones, les gens sont calmes, les gens ont même peur, les gens sont un peu dans leur petit coin là. Comment vous arrivez à les motiver pour qu'ils se sentent libres à s'exprimer? Comment vous assurez que vous gérez les conflits? C'est là où on va s'arrêter pour cette vidéo, pouvoir gérer les conflits, parce qu'il y aura toujours